c'est ma scène préférée de la saison 1. Pourtant, il s'y passe pas grand-chose, il y a pas d'action, l'animation n'apporte pas de fulgurance. Pareil pour la musique d'ailleurs, je me souviens même plus de s'il y en a une. Et le cliché de la négociation sur un pont face à l'horizon, c'est vu et revu. Mais c'est ma scène préférée car c'est à ce moment précis que je me suis d'un coup relevé de ma chaise, me rendant compte que j'étais vraiment très très proche de l'écran. C'est à ce moment que la série a atteint son but me concernant. Ça y est, j'étais investi. Je voulais vraiment que Jace arrive à négocier et j'étais sincèrement soulagé de voir que Silco envisageait la paix, comme si j'étais avec eux sur ce pont. On connaît tous ou presque ce moment où une œuvre te happe. Ça dépend de plein de facteurs. Moi, je sais que j'aime bien les intrigues politiques, par exemple, donc forcément, c'était là. Cet acte final a la lourde tâche de conclure une histoire et achever une série qui a bluffé tout le monde par son génie et sa créativité. Bon courage. Surtout quand on sait à quel point, même lorsqu'une œuvre est bien écrite, et surtout quand elle est bien écrite, une fin reste un challenge de taille. Ah, ce générique. Si j'ai attendu la 3e vidéo d'Arcane pour en parler, c'est qu'il y avait une raison. Et cette raison, c'est qu'il prend sens une fois qu'on a regardé toute la série. J'ai nommé la double lecture. Alors oui, la musique est sympa et l'ADA, bon je suis pas forcément fan, mais ça marchait bien. Mais ce qui était vraiment impressionnant avec ce générique, c'est comment il dépeignait des événements pas encore survenus dans le premier épisode, comme Jace complètement aveuglé par l'Hextech, Victor qui finira par sortir de sa condition d'handicapé, ou même Vi et Powder qui se combattent avec leurs armes respectives, chose qu'on ne verra même pas dans cette saison. Donc vous l'aurez compris, la double lecture, c'est lorsqu'une image ou une scène peut s'interpréter de deux manières différentes après avoir revu la petite scène. Et maintenant que je suis à l'acte 3, et que je peux spoiler, il faut que je vous dise que la série en est remplie. Ce sera pas exhaustif, mais le masque d'écho présent en acte 1, cette ligne de vendeur, Il y a bien pire que les pacifieurs dehors. On le sait tous les deux. le bras de Celica qui explose, la scène où Powder mange un sandwich et adore ça, les gants Atlas de Jace, le setup subtil de l'affrontement Vi-Celica, le mec d'Ambessa au bordel, et j'en passe clairement des meilleurs, mais à vous le plaisir d'aller les dénicher. En bref, ça aussi c'est synonyme d'un très grand niveau d'écriture, car ils s'imbriquent parfaitement et discrètement dans l'histoire. Une autre chose qu'ils arrivent à faire parfaitement, c'est choisir les bons éléments à retirer de LoL pour servir leurs propos. Mais je m'étalerai pas trop là-dessus, car je ferai une vidéo sur le secret d'une bonne adaptation. Et ce, que ce soit un jeu, un livre ou d'un comics. Autre point que je n'avais pas mentionné, ce sont les scènes d'action. Et si elles sont présentes tout au long de l'œuvre, c'est vrai que ce sont souvent des scènes qui servent la narration. On n'est pas sur un animé japonais qui se concentrerait uniquement sur ça pendant plusieurs épisodes. Souvent courts, ils sont là pour te raconter quelque chose et font avancer l'intrigue. Et bordel que c'est beau. On sent qu'ils ont tout essayé pour rendre chaque scène unique, que ce soit par la musique, les chorégraphies, l'animation. Mention spéciale pour celle de Vi et Jace contre les Chemtanks, qui est mon combat préféré, adoptant même des codes de l'animé avec ses impact frames. Et évidemment, je passerai pas 1000 ans dessus, mais comment passer à côté de la séquence phare de cet épisode 7, voire la séquence la plus culte d'Arcane, la musique, l'animation, l'enjeu narratif. J'ai adoré le fait que la série reprenne les mêmes plans à chaque rencontre entre Jinx et Echo. Il manquerait plus qu'il fasse une 3e fois. Et ce combat d'ailleurs, en plus d'être une masterclass d'animation, introduit ce que Fortiche appelleront les séquences spéciales. Petite scène où l'animation change, souvent des clips musicaux pour accompagner de grands moments. Celle des feux volants par exemple, je l'aime trop, l'esthétique punk rock et la musique marche trop bien. Et introduire cette faction de manière iconique, tiens, voilà autre chose qu'Arcane réussit parfaitement, l'iconisation de ses personnages. Et parfois vraiment avec pas grand chose. Regardez, on se souvenait tous d'Ambessa après la saison 1 alors qu'elle apparaît à 2 épisodes de la fin. Oui, mais c'est parce que c'est la fin de la série, alors on s'en souvient mieux. Ok, alors pourquoi cette image d'Arcane ou celle-là est culte? Il y a un réel talent chez Fortiche pour marquer le spectateur. Là par exemple, c'est par le visuel, par la musique comme avec la scène d'écho ou évidemment le contexte narratif comme avec la scène du fumigène. Mais vous savez, je parlais d'optimisation dans l'épisode 1, de comment les dialogues étaient si minutieusement écrits pour raconter le plus de choses. Bah c'est en partie ce qui a permis d'iconiser ce fils de p*** là. Pardon.
Mais je sais que vous vous souvenez de son chara-design incroyable et que rien que de voir sa tête, ça vous énerve. Et pourtant, ce gars n'apparaît que dans 4 scènes, tout au long de la série, dont une où il est muet. Les barons de la chimie nous sont introduits dans cet acte comme les régents de zone. Et oui, si le conseil les ignore, il faut bien qu'on s'occupe des administrés d'en dessous. Pourtant, c'est pas commun d'introduire des éléments de lore en dernier acte de sa série. C'est casse-gueule, faudrait pas tomber dans la facilité scénaristique ou dans le Deus Ex Machina qui sortirait de nulle part. Et là aussi, Arcane fait fort en termes d'écriture puisqu'il arrive à faire en sorte que leur absence soit parfaitement justifiable. Bah oui, puisque en acte 1, vécu par des enfants, il n'y avait pas besoin d'autant nous développer Zone. Et en acte 2, l'histoire ne demandait pas à ce qu'ils entrent en jeu. Mais on n'a pas non plus l'impression que ça sort de nulle part, car en y réfléchissant 2 secondes, évidemment que Zone a aussi ses conseillers, que le business doit avoir des grosses têtes d'affiche, sans parler du fait qu'on pouvait déjà voir des membres de leur faction ici et là. En parlant de faction, cet acte nous introduit aussi officiellement les Feux Volants et le personnage d'Echo, qui à mon sens n'est pas forcément très intéressant dans cet acte-ci, c'est comme Caitlyn dans le précédent, il remplit son rôle, mais bon, on le connaît déjà. C'est pour ça qu'après la saison 1, je l'aimais pas forcément plus que ça. Mais pour un élément encore introduit en fin de saison, le repère des Firefly fait à nouveau complètement sens, et c'est cohérent avec son personnage. Et pitié, donner un rôle à ce mec, il est trop stylé. Pareil pour Heimerdinger dans Zone, c'est du développement de personnage qui fait plaisir. Il fallait, pour la catharsis du personnage, qu'il soit confronté à ce qu'il a contribué à créer, un monde de désespoir et de pauvreté. Et pour la suite, le fait qu'il rencontre Echo promet une remise en question plus personnelle pour les 2 personnages, un peu comme Caitlyn et Vi. Si j'ai un petit truc à dire, c'est qu'à mon avis, Echo il s'en sort un peu trop facilement après que Jinx l'ait explosé. Voilà. C'est ridicule. Dis-moi que tu ne l'envisages pas sérieusement. Et si elle avait raison? On va rester sans rien faire pendant qu'ils nous attaquent? Nous sommes des scientifiques et non pas des soldats. Le second duo d'Arcane continue aussi de briller dans cet acte-là, avec un Jace toujours plus torturé et un Victor qui sombre dans l'obsession vis-à-vis de l'Excor. On a toujours le choix. C'est un drame complet qui se joue de son côté avec la découverte d'un pseudo-remède à sa maladie, son intérêt grandissant pour ce dernier, lui faisant franchir les lignes dangereuses, et enfin la mort de Sky comme conséquence de ses actes. Jace, lui, devient un véritable chef de guerre. Tiens, encore un foreshadowing. Il trahit son ami, devient très radical, et lui aussi vit son drame avec la mort de cet enfant comme conséquence de ses actions. Les 2 amis sont construits de la même manière si vous faites gaffe, et à la fin, après moult disputes, ils se retrouvent et comprennent qu'ils doivent revenir à leur essence, ce qui donne lieu à la demande de pourparlers. Pour le coup, concernant Mel et Ambessa Medarda, je n'ai rien de plus à dire si ce n'est qu'encore une fois, Arcane parvient à iconiser en très peu de temps son personnage, tout en commençant à établir les traits d'un antagoniste qui s'annonce puissant, fascinant et badass. Hop, encore une introduction en fin de saison qui pourtant marche très bien. Mais vous savez qu'est-ce que devait absolument réussir Arcane à la fin de la saison ? En tant que série, mais surtout en tant qu'adaptation de League of Legends, Arcane, c'est l'histoire de Vi, de Jace, de Victor, de Caitlyn, de tous les autres personnages que les auteurs ont voulu tirer de LoL. Mais avant tout ça, Arcane raconte son histoire à elle. Wanna join me? Come and play, but I might shoot you in your face. Bombs and bullets will do the trick. What we need here is a little bit of panic. Je peux même pas vous faire de séquence épique en déclarant que c'est enfin son heure de gloire, car durant les 2 derniers actes, Powder n'était pas en reste. Elle a toujours été sous les feux des projecteurs, non. Représentée par la teinte violette iconique de ses yeux et l'apparition de son lance-roquette, vous pouvez choisir le moment que vous voulez pour vous où Powder devient Jinx, mais une chose est sûre, cet acte, c'est la consécration de ce que les fans demandaient. Vous remarquerez que c'est aussi l'acte où Jace utilise son fameux marteau ou Vi ses gantelets. D'ailleurs, Jinx est à 2 doigts de mourir, c'est réellement sa renaissance. Ce moment nous montre aussi à quel point, putain, Silco, quoi, quel personnage! Parce que oui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est parce que j'avais rien à dire. Il remplit toutes les cases qu'un très bon méchant devrait cocher.
Ce mec-là contrôle tout jusqu'à la mise en scène de la série. Regardez cette scène où Powder est remonté car il a menti. Attendez, je vais vous aider. Bougez pas, gros bêta. On le voit blessé, il est mis au pied du mur face à sa seule faiblesse. Et même là, il parvient à reprendre le contrôle de sa situation, littéralement. Regardez-moi cette caméra qui tourne pour nous montrer qu'il reprend le dessus sur elle. Il est quand elle t'a abandonné. Qui donc t'a trouvé? Qui t'a recueilli? T'a donné un foyer? Silco, c'est aussi un très bel exemple de double lecture. Quand on constate qu'après un second visionnage, s'il ruminait devant la statue de Vander, c'était pas parce qu'il hésitait, mais parce qu'il avait déjà fait son choix, à la seconde où Jace lui a imposé de livrer Jinx. Et ça, c'est juste lui qui vient trinquer avec son pote pour lui dire « je te comprends ». Silco, ce gars qui n'aura commis comme seule faute la plus grave d'entre toutes, mentir à la seule personne qui pouvait lui faire du mal. Et c'est ce mensonge qui entraînera d'ailleurs sa mort. Non, écriture de fou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pour en revenir à Jinx, dites-moi, comment est-ce qu'on fait quand on est un bon auteur pour qu'une gamine troublée et qui n'en a rien à faire de la politique vole le show et fasse se conclure tous les grands enjeux de la série de la manière la plus spectaculaire? Vi se réveille. Elle est retenue prisonnière. Elle pense que c'est Vika l'a assommée par derrière, mais rien ne se passe comme prévu. C'est sa sœur. Silco se réveille face à elle, lui aussi enchaîné. Ensemble, ils découvrent qu'ils vont malgré eux participer au jeu malsain que Jinx a concocté. Avant que la fête ne commence, elle amène Caitlyn. Attendez, elle a vraiment... Sérieux? Même moi, je suis pas tarée à ce point-là. C'est sa vengeance qui commence ici. Ne pouvant pas se fier à sa sœur, mais sachant pertinemment que si elle est sûre que Vi est de son côté, elle la suivra, Jinx lui demande de tuer Caitlyn, qu'elle voit depuis le début comme la remplaçante que Vi a trouvée. Vous noterez qu'à aucun moment elle ne dit qu'elle compte tuer Silco si Vi coopère, elle ne pourrait pas s'y résoudre. Mais Vi refuse. Les choses dégénèrent et Jinx perd le contrôle. Lorsque petite, elle avait commis la plus grosse des erreurs en étant sûre de pouvoir éliminer la menace, ici, c'est sa crise de nerfs qui lui permet de finalement accomplir cette mission de longue date. Sauf qu'à ses yeux, c'est en tuant Silco qu'elle a commis une erreur. Et en plus de ça, la mort de Silco signifie aussi que Vi n'a pas fait le bon choix. C'est Jinx à présent, et ça le restera. Alors, elle se lève, se prépare à trinquer à cette nouvelle réalité, mais au moment où elle tire son roquette, Jace soumet le traité de paix, mais elle finit par le rejoindre. Les autres conseillers votent pour. La situation est débloquée, et l'intervention de Jinx porte désormais de très très lourds enjeux. Dommage, car c'est lancé. Dans sa petite tête, Jinx vient de commettre l'attentat le plus important de l'histoire des deux villes, annihilant tout espoir de communion et de paix. Et dans la réalité, c'est exactement ce qui vient de se passer. Car Jinx a désormais conscience de tout ce que son acte implique. Et elle a à nouveau tout gâché car elle a décidé que cette fois-ci le monde entier payerait pour ce qu'elle a subi. Ripped out